Tout pour investir, la place de l'IMO. Et si vous étiez votre propre locataire, Marie? Est-ce que ça serait pas votre rêve? Ah, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ça va être l'objet de cet édito de Stéphane Descartiers que nous accueillons. Bonjour Stéphane. Bonjour Lorraine, bonjour Marie, bonjour à tous. Dirigeant de SD Conseil et Formation. Et si vous étiez votre propre locataire, voire votre propre propriétaire, racontez-nous, c'est votre édito. Oui, c'est de l'autosatisfaction immobilière en quelque sorte. C'est la possibilité... Parce que si vous voulez investir, mais en même temps vous avez peur un peu des aléas locatifs, ou vous voulez vendre, mais pas trop, vous voudrez bien vendre et toucher le fruit de la vente tout en restant propriétaire, il y a des solutions. Il y a des solutions, alors notamment comment être son propre locataire. Ça c'est un montage qui est très courant, c'est pas quelque chose effectivement qu'on va découvrir. Beaucoup de chefs d'entreprise le pratiquent, des dizaines de milliers de chefs d'entreprise le pratiquent. Des médecins, des avocats par exemple. Les médecins, les avocats, tous les experts comptables qu'on peut rencontrer, en tout cas que je connaisse, sont propriétaires de leurs locaux et louent à leur activité. Donc le principe est le suivant, vous êtes chef d'entreprise, votre activité marche bien, vous payez vos charges, vous payez bien sûr un loyer, mais vous payez un loyer un tiers. Et à un moment donné, vous dites, pourquoi pas devenir propriétaire de mes bureaux, de ma boutique, de mes locaux. Donc pour ce faire, alors il y a deux solutions, soit c'est l'entreprise qui achète, mais encore mieux, vous pouvez acheter à titre personnel, soit en direct ou soit au travers d'une SCI avec vos associés ou éventuellement votre famille. Vous achetez les locaux qui vous correspondent bien et vous les louez ensuite à votre entreprise. Ça comporte quand même pas mal d'avantages parce que le locataire, vous le connaissez, il est plutôt sympa. Il va pas être trop... Alors attention, il faut que le loyer soit dans le marché, etc. Bien sûr. Mais l'intérêt des locaux commerciaux, c'est qu'on a quand même des rendements qui sont supérieurs au logement, par exemple. Les locaux commerciaux, on arrive sans trop de problème à trouver du 6-7%. Donc, je vais vous interrompre quand même, parce qu'on va parler à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent et qui se posent la question de l'intérêt de la chose. Oui. Vous nous avez parlé du fait qu'on connaît le locataire. Ok, ça, on a bien compris le système. Mais on imagine qu'au-delà de ça, moi, je réfléchis bêtement. Je me dis, en même temps, je vais payer le bien immobilier. Oui. Je vais rembourser un crédit éventuel derrière. En tout cas, je vais payer le bien immobilier au démarrage. Si en plus, je suis la même personne qui va devoir verser un loyer pour m'auto-rembourser... Quel est l'intérêt pour moi? L'intérêt, c'est plutôt que de payer des loyers à un tiers et à fond perdu, entre guillemets, c'est de capitaliser en tant que personne physique ou au travers d'une SCI et de se verser, que l'activité vous verse des loyers et de cette façon, vous constituez un patrimoine personnel sans aucun problème. Il faut que le loyer soit dans le marché et c'est ce que je disais tout à l'heure. L'intérêt des activités commerciales, c'est que les rendements sont plus élevés que sur le logement. Pourquoi? Parce qu'il y a une prime de risque. Notamment parce que les locaux commerciaux, vous avez plus de vacances, vous avez des risques d'impayés, il n'y a pas d'assurance loyer impayé pour les locaux commerciaux, etc. Mais là, le risque, en fin de compte, comme c'est vous-même le locataire, il est effectivement un peu plus contenu. Je redis, Stéphane, quel est l'intérêt purement financier de l'opération? L'intérêt, c'est qu'au bout de 20 ans que votre crédit est terminé, vous êtes propriétaire d'un bureau ou d'une boutique qui a été payée grâce à votre activité. Alors que si vous restez locataire, au bout de 20 ans, vous n'êtes pas propriétaire de vos murs, effectivement, de boutiques et de bureaux. Oui, mais là, vous partez du principe, moi, je me place du côté de celui qui achète. C'est-à-dire que moi, je pourrais acheter et le louer à un tiers sans avoir moi-même à me verser mes propres loyers. Bien sûr, mais l'avantage de l'autosuffisance, effectivement, de cette sorte, c'est qu'effectivement, vous maîtrisez un peu plus le risque, puisque vous êtes votre propre locataire. Et donc, ça permet, effectivement, de maîtriser l'aspect risque, l'aspect carence locative, l'aspect impayé, etc. Alors, il faut que votre activité, bien sûr, fonctionne. Sinon, bien sûr, ça n'a pas d'intérêt. Mais lorsque votre activité est bien lancée, etc., c'est la raison pour laquelle des dizaines de milliers de chefs d'entreprise pratiquent ça. Mais on imagine que fiscalement, il y a des intérêts aussi quand même, non? Oui, alors il y a des intérêts classiques. Vous avez même un intérêt parce que comme, notamment si vous êtes concerné par l'IFI, comme c'est considéré comme votre outil professionnel, y compris si vous êtes propriétaire à titre personnel et que vous louez à votre activité, comme c'est considéré comme outil de travail, ça sort de l'IFI. Vous n'avez même pas, si vous êtes donc il y a quand même un intérêt à se faire du bien soi-même. Oui, tout à fait. Voilà, mais notamment, mais il faut quand même le dire parce que c'est vrai que sur le papier on pourrait se dire, sûr. On a compris le principe du risque avec un locataire tiers, mais pourquoi véritablement mais notamment une astuce, alors notamment pour les dizaines de milliers de CGP qui nous écoutent.
qui travaillent chez eux, parce qu'ils ont une activité, ils n'ont pas nécessairement besoin d'avoir de grands bureaux, etc. Ils travaillent chez eux. Bon, travailler chez soi, on connaît, c'est pas toujours simple, notamment quand vous faites des visios. Avec les enfants derrière. Vous avez les enfants qui hurlent, le chat qui saute sur le clavier, le conjoint ou la conjointe qui passe en petite tenue derrière. Bon, on a tous connu ça. Non. Non. Bref, moi j'ai vu déjà, donc bon, c'est des côtés sympas, mais enfin bon, bref. Donc bon, ça peut être quand même des fois un peu compliqué. Donc en tant que CGP, vous achetez un petit studio, une chambre de bonne, etc. Pour par exemple même à Paris 100 000 €. Vous empruntez la totalité, vous remboursez 600 et quelques euros. Vous louez à votre activité un bureau, cosy, etc. 600 €. Vous autofinancez et vous avez votre petit bureau cosy. Vous pouvez travailler tranquille. Personne vient effectivement vous embêter, etc. Donc voilà, et vous autofinancez votre petit studio, votre chambre de bonne avec votre activité. Stéphane, vous parlez de chambre de bonne et en ce moment c'est un peu des prix à la casse, notamment à Paris et à Lyon. Vous avez identifié avec les plafonds de loyer notamment. Mais là, vous n'êtes pas concerné par les plafonds de loyer parce que vous ne louez pas un logement. Hein, vous louez une surface de bureau. 15 000 € la chambre de bonne, ça donne envie. Mais il y a des prix fracassés, effectivement. Alors, encore plus fracassés, si vous avez besoin d'un petit bureau, vous pouvez viser les 8,90 m. Oui, parce que c'est pas louable. Ceux qui sont en dessous de 9 mètres carrés, parce que alors là, les prix sont carrément fracassés. Ouais, alors il faut bien mettre l'angle de la caméra si vous faites des visites avec vos clients pour pas avoir l'air d'être dans un placard. Oui, tout à fait. Bon, alors ça, vous nous dites, c'est quand même intéressant avec les taux actuels. Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que même si vous faites du 6 ou 7%, même en empruntant à 4%, bon bah ça tourne. Hein. Bon. Vous autofinancez avec un risque qui est quand même mesuré. Bon, alors je reste le propriétaire. Je suis propriétaire et je suis aussi locataire de moi-même. Oui, tout à fait. Mais je peux aussi être l'acquéreur de moi-même. Alors ça devient compliqué votre histoire quand même, Stéphane. On va pas se mentir. Mais non, c'est pas si compliqué que ça. C'est pas si compliqué que ça. Alors. Maintenant, on arrive à la vente à soi-même. Ça aussi, alors les anglo-saxons appellent ça l'OBO, Owner Buyout. Donc ça, le principe, c'est de refinancer un bien, c'est de racheter un bien, notamment avec ses enfants, dans une logique de transmission. Alors je vous dis tout de suite, les cas les plus fréquents, c'est que vous êtes, par exemple, propriétaire d'un bien, vous n'avez plus de crédit, donc vous êtes massacré par les impôts. Hein, globalement, quand vous continuez à louer, etc., l'histoire, on connaît l'histoire. Donc votre tranche marginale, plus les prélèvements sociaux, vous êtes massacré par les impôts. Donc vous posez la question de vendre. Mais en même temps, ça peut être un bien auquel vous êtes attaché, que vous voulez conserver dans la famille, etc. Puis vous avez peut-être envie de transmettre aussi, par exemple, à vos enfants. Donc là, les montages fréquents, c'est de monter une SCI avec vos enfants. Alors pour que ce soit clean, il vaut mieux être minoritaire. Mieux par exemple que les parents soient à 49%, c'est quand même plus clean. Vos enfants donc possèdent le reste de la SCI. Cette SCI vous rachète votre bien. Oui. Et va ensuite louer ce bien, etc. Machin. Mais l'avantage pour le propriétaire, c'est que vous touchez l'argent, quand même. Vous touchez les 300 000, les 400 000 ou plus du bien. En restant proprio. En restant propriétaire, alors minoritaire, mais quand même en restant propriétaire. Et en tout cas, vos enfants sont dans le reste de la SCI. Enfin, j'ai tout, je me suis versé l'argent à moi-même. Vous touchez le bien que vous pouvez réinvestir ailleurs ou rembourser votre résidence principale si vous avez encore du crédit ou que sais-je, ou vous achetez une résidence secondaire ou que sais-je. Donc vous restez propriétaire, vous touchez l'argent, vous restez propriétaire, donc c'est un peu le beurre, l'argent du beurre. Mais ça veut dire que mes enfants m'ont donné de l'argent, c'est bien ça le sujet. Ben non, parce qu'ils vont, enfin non, oui et non, puisque en fin de compte, petits vos enfants, Marie. Non, là je peux pas leur faire le coup. L'idée, l'intérêt, c'est que la SCI où vous êtes avec vos enfants emprunte. La totalité, si possible. Voilà. Ce qui fait que vous repartez avec des intérêts d'emprunt à déduire de vos loyers, etc. Donc fiscalement aussi, c'est intéressant. Alors attention, tout ce dont on parle est tout à fait légal, etc. Absolument. Il y a quelques quand même points d'attention principaux. Oui. Notamment, il faut une vraie justification patrimoniale. Exemple. Oui, tout à fait. Vous pouvez pas, vous êtes propriétaire d'un bien, vous montez une SCI avec votre beau-frère, vous avez 90%, vous montez une SCI, vous rachetez le bien pour repartir avec des intérêts d'emprunt plein pot, vous vous faites trop toquer. Ah bon, pourquoi? C'est la notion par l'administration fiscale, puisque c'est depuis la doctrine... Dénoncé par votre haute beau-frère. Depuis la doctrine que vous connaissez sur le mini-abus de droit, on n'a pas le droit de faire des montages à but uniquement fiscaux. Bah ouais, mais donc, là, en l'occurrence... Non, parce que là, il y a une logique avec vos enfants, etc. Si vous êtes minoritaire par la suite, il y a une logique patrimoniale, il y a une logique de transmission. Donc, voilà. La logique de transmission, je pourrais leur en faire don avec la fiscalité qui va avec. Bien sûr.
Bien sûr. Donc, bien sûr. Là, voilà la logique patrimoniale. Oui, non, mais je bon. sais pas. Hein, Non, mais c'est, enfin, ça, encore une fois, ce sont des montages qui sont fréquents. Oui, non, mais d'accord, mais il y a qui quand doivent même être- un peu qui doivent être bien d'hypocrisie. Il y a montés. quand même un peu Robespierre est Mais de non, pas retour. du tout, mais il y a Marie quand a même- mis sa tenue. C'est pas vrai, mais il y a quand même un peu protestant. d'hypocrisie. C'est reconnaissons qu'il s'agit là d'un dispositif avant tout fiscal. Non, et que donc patrimonial, Marie. Aussi patrimonial, surtout patrimonial, Marie. ah bah patrimonial, il y aurait pu y avoir don, mais forcément la fiscalité au-delà de 100 000 euros, elle est prohibitive. Oui, donc on tous les crée 15 ce ans, type par de parent, par enfant, oui, etc. Bah oui, Donc mais voilà. bah oui, Ah oui, mais voilà. Là, c'était une logique patrimoniale et non fiscale. Là, on est plutôt sur une logique. Ah, écoutez, les montants, enfin la fiscalité française est quand même ce qu'elle est. Elle est quand même lourde. C'est très pas, je n'ai lourde. pas dit qu'elle l'était pas. Hein. Mais- J'ai juste mais- dit qu'il y avait une forme Mais d'hypocrisie. effectivement, il y a 2, 3 encore petits montages sur lesquels on peut aller, où on peut faire des choses intéressantes et légales. Mais effectivement, attention. C'est réglementé, il faut être bien accompagné, il faut tenir une vraie comptabilité sur la SCI. Alors ça, aussi, c'est expliquez-nous, qu'est-ce important. que ça veut dire une vraie comptabilité? Bah, c'est-à-dire qu'il faut faire notamment les assemblées générales tous les ans. Avec soi-même. Ce que ne font non, avec repas ses de enfants, famille, avec ses enfants. Oui, mais bon. Hein. Ce que ne font quasiment jamais les SCI entre Ouais, nous. Hein. attention. À Alors, Noël. donc la SCI, puis les assemblées générales, voilà. Donc il faut être encore une fois plutôt minoritaire. Faut qu'il y ait une logique de transmission. Il faut tenir une vraie comptabilité des assemblées générales, etc. de la SCI, publier ses comptes, etc. Il faut que ce soit clean. C'est vérifié ça ou pas, Stéphane? Ah oui, mais ça sont des montages très fréquents. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'administration fiscale vérifie. Oui. C'est parce qu'on il y a s'est, quand même des contrôles. dénoncé, parce que l'administration fiscale monitore les Non, SCI, c'est dans comment le ça se- non, mais c'est après c'est effectivement dans le cadre des contrôles aléatoires, hein, y compris. Hein. ouais. Voilà, vous avez puis bon, dès qu'il y a une vente, etc. On peut regarder qui achète, pourquoi, etc. Donc ça passe par les hypothèques, les services de l'État. Donc ils peuvent se demander, tiens, pourquoi est-ce que ce bien qui avait plus d'intérêt d'emprunt se retrouve à nouveau avec des intérêts d'emprunt à déduire, etc. Donc vous pouvez attirer l'attention. Donc il faut que le montage soit effectivement clean Et justement, et soit bien fait. En parlant d'orthodoxie, Marie, parce que Marie est habillée en blanc et noir, comme un peu une mormone, payer le juste prix du bien. Oui. Comment on l'estime, ce juste prix? Oui, il faut un juste prix du bien. Il ne faut pas que l'État soit lésé par un manque, par exemple, sur les frais de mutation. Hein, par exemple, si vous voulez avantager vos enfants, un bien qui vaut 500 000, si vous le vendez 300 000, vous vous faites aligner. Bah, ça paraît donc, assez évident quand même. Bah, tout à fait. Donc ça, vous faites une estimation, Un peu vous gros. demandez à un agent immobilier une estimation, vous faites une estimation avec les outils d'estimation qui sont à peu près fiables. Donc il faut payer le vrai prix. Il ne faut pas qu'il y ait un prix dissimulé pour avantager notamment vos héritiers, etc. Il faut que ce soit le vrai prix. Et surtout, attention, hein, quand vous faites une vente qu'on appelle une vente à vil prix, quand vous vendez très nettement en dessous du prix, vous avez toujours le risque, et ça, il faut faire très attention, de la préemption de la ville. Parce que vous voulez faire un cadeau, par exemple, à vos enfants en disant, bon, ce qui vaut 500, je le vends 300. Oui. Mais ça passe, pour chaque vente, vous avez une déclaration d'intention d'aliéner. C'est-à-dire, ça passe par le service de la mairie. Et si vous êtes à Paris, Madame Hidalgo, elle va se dire, tiens, ce bel appartement à 500 000, il se vend 300 000, je prends. Moi, j'ai l'intention de vendre très J'achète. cher à mes enfants. Non, mais voilà. Donc il faut. C'est quoi l'inverse? Est-ce que ça aussi, c'est checké? Donc il faut faire attention. Il faut vendre au prix. Mais de la même façon, pour se louer à soi-même des bureaux, etc., il faut louer au prix. Il ne faut pas louer ni en dessous, parce que ce serait favoriser votre entreprise, etc., ni au-dessus, Oui. parce que là, ce serait vous favoriser en donnant un loyer bien au-dessus du marché, etc. Donc là aussi, il peut y avoir des risques. Il faut louer au prix, il faut vendre au prix, et que le montage soit clean, bien fait, monté par des pros. Et là... a priori, moi, j'ai pas vu effectivement quand le montage était bien fait, j'ai pas vu de gens qui se faisaient retoquer. Contrôler, oui, mais retoquer, non. Non, mais c'est Pour ça le l'instant, sujet passe en sans réalité problème. de tout ce que vous nous dites, Stéphane, c'est que ce genre de montage, de toute façon, il faut être très accompagné quand même. Oui, c'est sûr. On fait pas ça comme ça sur un coin de table, sur une bonne idée, en écoutant des quartiers sur BFM Business, en se disant tiens, je vais me racheter donc, mon murs bien, etc. commerciaux. Non, faut être accompagné, c'est Murs sûr. commerciaux, bureaux, et on l'entend, même logement. Oui, tout à fait. C'était une piste. Si vous étiez votre propre locataire et si vous étiez votre propre acheteur, Marie, tirez Robespierre, le mot de la fin. Bah, moi, je pourrais jamais acheter, donc je resterai locataire d'un pas ça, propriétaire. On va faire une Autre émission que moi-même. SOS. Oui. Une Cœur de cagnotte Oui, une Litchi, spéciale. ouais, voilà, c'est ça. Pareil. Merci Stéphane pour ce regard, Avec cette plaisir. idée alternative, et néanmoins très courante. Vous êtes profession libérale, c'est ce que vous avez mis en place, vous voulez nous raconter pourquoi vous avez fait ça et que ça marche bien ou que ça marche moyennement. Vous pouvez nous écrire, l'adresse est direct@bfmbusiness.fr.